nouvelle table ronde, donc la deuxième de la journée, qui est une table ronde autour donc, de l'engagement citoyen. La garde nationale, l'engagement comme réserviste, est effectivement une des formes de cet engagement citoyen, mais il y a d'autres acteurs qui s'engagent pour faire bouger les choses, pour changer la société, pour l'améliorer. Donc nous avons le plaisir de recevoir Jean-Claude Delmas, donc, qui est le DRH de Casino, Ingrid Lamry, Donias qui vous racontera tout ce qu'elle fait, parce qu'elle fait beaucoup de choses, Donias Amamra, de Meet My Mama, qui est une start-up sociale et qui vous racontera également ce qu'elle fait, Olivier Creusy, qui est directeur des études à l'ISCOM Paris, qui est une école de communication, et Moussa Camara, le président de l'association Les Déterminés, qui favorise l'entrepreneuriat dans les banlieues. Je vous demande de les applaudir, ils vont nous rejoindre. Et je vois également Donia qui arrive. Donc, comme précédemment, allez-y, installez-vous. Comme précédemment, vous pouvez continuer à envoyer vos questions ou vos remarques sur Wizambly et elles apparaîtront au fur et à mesure et ça viendra structurer nos échanges. Vous avez également donc, les écrans devant vous, vous pouvez rebondir sur les questions. Commençons peut-être par Donia. Donc, je parlais de Meet My Mama. Racontez-nous ce qu'est Meet My Mama, s'il vous plaît. Donc déjà, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Meet My Mama. Non ? Ok. Alors, donc, Meet My Mama, c'est une start-up qui a Impact, qui a pour but de révéler les talents culinaires des femmes qui viennent des 4 coins du monde, donc des femmes migrantes qui sont réfugiées, immigrées ou expatriées, qui ont toujours eu un rêve de vivre de leur passion pour la cuisine, mais qui n'avaient pas forcément tous les moyens pour en vivre. Ça peut être la barrière de la langue pour certaines, le manque de confiance en soi, le fait d'être une femme aussi, puisque dans la restauration, il y a 90% des chefs qui sont des hommes, alors que quand on pose la question à ces chefs qui vous a appris à cuisiner, en général, c'est leur mère ou leur grand-mère. Mais on ne parle jamais des femmes en cuisine, on ne les met jamais en avant, alors que normalement, c'est les rôles modèles qu'on devrait avoir. Et à côté de ça, on s'est rendu compte, donc, avec mes associés Lumna Youssef, qu'il y avait énormément d'entreprises qui faisaient appel à des traiteurs, mais c'était souvent les mêmes petits fours qui étaient proposés. Donc des petits fours, on connaissait déjà un petit peu ce qu'on allait manger, et surtout, on ne savait pas qui cuisinait et pourquoi ça avait cette forme, pourquoi on utilisait cette épice. Alors on s'est demandé comment on pourrait faire pour justement connecter ces deux mondes qui ne se côtoient pas forcément. Et la réponse a été de créer Meet My Mama, la première plateforme qui va regrouper toutes les femmes chefs, traiteurs, cuisine du monde. Et on propose aux entreprises des voyages culinaires, donc ça peut être des petits déjeuners, des déjeuners d'équipe, des cocktails, avec à chaque fois un voyage différent. Donc vous pouvez voyager en Afrique de l'Ouest, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est ou encore au Maghreb. Et la particularité, c'est que lorsqu'on va en entreprise et quand l'entreprise a la possibilité, la mama vient également sur place pour pitcher comme aujourd'hui et raconter un petit peu son histoire et qui elle est. Et en parallèle de la partie Meet My Mama traiteur, on a monté une association qui s'appelle Empower My Mama. Et sous Empower My Mama, on a différents pôles et notamment la Mama Academy, qui est la première académie qui va former et outiller toutes les femmes migrantes qui soient libres de leur passion pour la cuisine et qui n'ont pas les moyens. Donc tous les freins qu'on a cités tout à l'heure, à chaque fois, on essaie d'apporter une réponse et des outils pour leur permettre d'être autonomes, indépendantes et de faire d'elles de vraies femmes chefs entrepreneurs. Merci Donia. Est-ce que vous vous déterminez comme une start-up, une entreprise, une petite entreprise sociale engagée ? Oui, tout à fait. Donc on est une entreprise classique à impact. On préfère utiliser à impact. Puisque pour nous, le business et le social, ça va ensemble. Et si on veut avoir plus d'impact, on a forcément besoin de plus d'argent. Et c'est d'ailleurs ce que le Mama aussi souhaite avoir à chaque fois, des grosses prestations pour avoir plus d'argent. Mais la partie impact, elle est à la fois dans la partie Meet My Mama, puisqu'on permet à des collaborateurs de découvrir des parcours différents en amenant la Mama sur place, mais également en ayant créé l'association Empower My Mama pour outiller toutes les femmes. Très bien, merci. Moussa, donc à propos de l'association Les Déterminés que vous avez créée, je crois que le micro est là. Oui, en effet, on a lancé Les Déterminés il y a à peu près quelques temps, ça va faire bientôt 4 ans, parce que notre ambition, c'était de pouvoir agir concrètement en direction des habitants des quartiers populaires et après des zones rurales, pour pouvoir les accompagner dans leur parcours entrepreneurial. Et ça, pourquoi on a voulu faire ça? C'est parti un peu de mon histoire personnelle, parce que moi, je suis né dans un quartier qui était à Cergy-Pontoise, dans le Val d'Oise, en banlieue parisienne. Et en fait, quand j'ai grandi dans ces quartiers, les perspectives
d'évolution et d'avenir était très compliqué pour nous de pouvoir se projeter dans un parcours professionnel parce qu'on n'avait pas forcément autour de nous beaucoup de modèles de réussite. Et l'idée pour moi, ça a été l'entrepreneuriat qui m'a mis le pied à l'étrier. Après mon bac pro logistique, j'ai eu une opportunité de me lancer dans les métiers du télécom. Et finalement, ça m'a permis de créer mon propre emploi, de générer un revenu économique. Et finalement, ça m'a permis de sortir un peu de mon quartier et de rencontrer des personnes totalement différentes. Et ça a été important pour mon engagement associatif, parce que très tôt, à l'âge de 21 ans, je me suis engagé dans l'associatif pour pouvoir aussi contribuer en fait, à la réussite sociale et culturelle et aussi économique de nos habitants. Et il y a 4 ans, en fait, quand on a voulu lancer le projet des Déterminés, nous, notre idée, c'était de se dire que dans ces territoires-là, il y a un taux de chômage qui est assez fort, il y a des difficultés sociales qui existent, et pour essayer d'apporter des solutions concrètes, que si on voulait qu'il y ait une réussite sociale dans ces territoires-là, il fallait que cette réussite sociale elle soit accompagnée par une réussite économique. Et cette réussite économique, elle devait aussi passer pas uniquement par l'emploi, mais par les formations, par l'emploi, l'apprentissage, mais aussi par l'entrepreneuriat. Pourquoi aujourd'hui on croit à l'entrepreneuriat comme vecteur d'inclusion pour ces habitants et c'est toutes ces personnes qui sont éloignées des bassins économiques? Parce que par le travail, par l'effort, par aussi une réussite personnelle qui n'est pas forcément tout de suite la réussite matérielle ou financière, mais juste se lever le matin, se dire voilà, j'ai un projet dans lequel je vais aller au bout, je vais sacrifier, je vais m'investir pour que ça fonctionne. Ben finalement déjà ça peut être une forme c'est très valorisant et c'est une forme entre guillemets d'engagement pour ses habitants et pour nous valoriser les entrepreneurs, c'est important parce que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques, c'est quelqu'un qui sacrifie du temps, c'est une personne qui va peut-être échouer son projet, peut-être qu'elle va le réussir, mais aussi c'est pas évident quand on est tout seul, on est isolé, on n'a pas forcément les bons réseaux, on n'a pas forcément des modèles de réussite autour de nous, donc on se pose énormément de questions pour pouvoir se lancer. Donc nous, le programme qu'on a voulu mettre, c'est une formation qui va accompagner cette énergie entrepreneuriale. Sur 6 mois, on va sélectionner des personnes, pas sur leur projet, pas par rapport à l'état d'avancement de leur projet ou leurs compétences ou leur niveau d'études. Nous, on les accompagne vraiment la personne, sa capacité à se projeter, sa motivation, sa détermination. Et en fait, une fois qu'on a fait ça, pendant 6 mois, on les accompagne. Et à l'arrivée, certains ils créent leur entreprise, d'autres vont pas forcément créer leur entreprise, mais on a mixé les publics entre les territoires ruraux et les quartiers populaires. Et ça a été aussi important de pouvoir mixer ces publics parce que c'est les mêmes réalités, parfois c'est les mêmes difficultés. Et c'est vrai que aussi accompagner dans ces territoires éloignés et leur donner la possibilité, l'opportunité de pouvoir lancer un projet, c'est la contribution et c'est ce qu'on fait avec les Déterminés depuis à peu près 4 ans. Merci Moussa. Ce que vous disiez à la fin sur les codes, les codes des jeunes, les codes de la jeunesse, va faire la parfaite transition donc avec Jean-Claude Delmas, DRH de Casino, dont l'entreprise se trouve être signataire de la Convention de la garde nationale. Attention, chef d'entreprise. Vous avez donc Casino a été récompensé hier par le prix de la garde nationale, donc qui récompense les employeurs qui sont particulièrement illustrés durant l'année écoulée dans leur soutien à la garde nationale. Oui, écoutez, on a eu la fierté de recevoir ce prix hier. Le groupe Casino, vous nous connaissez certainement au travers de nos enseignes sur Paris, Monoprix, Franprix, des hypermarchés géants Casino, des supermarchés, Cdiscount, Leader Price. Une activité qui est très diversifiée dans la distribution en France aujourd'hui. C'est 225 000 personnes dans le monde et 75 000 en France. La particularité du groupe Casino, c'est qu'on a 120 ans d'histoire et 120 ans, j'ai envie de dire, d'innovation commerciale, mais aussi d'innovation sociale. C'est dans l'ADN de l'entreprise de travailler ces sujets pour différentes raisons. Bien sûr, certaines qui sont pratiques, puisqu'on est une entreprise de magasins ouverte sur le public et la réalité fait que l'image qu'on donne à nos clients, c'est tout ce qui se passe dans l'entreprise. Mais il n'y a pas que ça.
Je crois qu'une entreprise aujourd'hui se doit, si elle veut recruter des collaborateurs, fidéliser des collaborateurs, trouver du sens, donner du sens à ses collaborateurs, de s'ouvrir un petit peu, pas seulement sur les classiques processus RH, de rémunération, de formation, d'accompagnement, etc., de projet de carrière. Elle se doit aussi de s'ouvrir sur des choses un peu plus modernes, un peu plus innovantes, et en particulier l'engagement citoyen. Alors là, c'est la réserve nationale qui est mise à l'honneur aujourd'hui, mais dans le groupe Casino, on travaille aussi bien sur la reconnaissance de l'engagement des gens qui veulent accompagner des handicapés, qui veulent faire de l'aide aux aidants, qui veulent... J'ai une demande récente pour soutenir les pompiers volontaires, pour tout vous dire. Donc, on va travailler là-dessus, parce qu'on pense que les personnes dans la société et dans l'entreprise, et j'ai beaucoup aimé les témoignages des jeunes qui sont passés tout à l'heure, parce que ça m'éclaire beaucoup. Je pense que ça nous a tous éclairés. C'était très sincère, très complet, très riche, j'ai envie de dire ça, par rapport aux attentes et aux actions qu'on doit mener dans l'entreprise par rapport à cela. Alors, je rentrerai peut-être un peu dans le concret tout à l'heure, mais il ne faut pas que ce soit que des mots. Il faut que ça soit que dans l'entreprise, cette possibilité de participer à l'engagement citoyen se traduise par des choses concrètes. Très bien, merci. Merci. Moussa, vous avez un message sympa de la part du général Kim qui commande les réserves de la gendarmerie. Je l'affiche pour tout le monde. Voilà, ça fait plaisir. Hein. N'hésitez pas à continuer à contribuer et à les signer si vous voulez. Donc merci mon général. Nous continuons avec Olivier. Donc, Olivier, donc en tant que responsable d'école, on contacte tous les ans avec des nouvelles générations, des nouveaux jeunes. Vous les voyez évoluer très très vite. Quel regard portez-vous sur cette tête de sens qui caractérise les générations Y, Z, millennials? Moi, je suis un éternel optimiste. Ça fait 15 ans que je suis dans l'éducation et je n'ai eu, année après année, que des preuves d'une qualité humaine. Je pense que l'humanisme est ancré au fond de l'homme et que c'est transgénérationnel et que nos jeunes ne sont pas différents et n'ont pas été massacrés par les nouvelles technologies ou quoi que ce soit d'autre. Je crois que ce sont des générations souvent inquiètes. Parce que n'oublions pas que la préoccupation d'un jeune aujourd'hui, c'est d'abord de s'intégrer dans la vie sociale et donc dans le monde professionnel. Et c'est vrai que nous sommes aussi tous, en tant qu'acteurs économiques, responsables de ça. Ils sont inquiets parce que l'environnement global, géopolitique, les touche. Et je crois que l'inquiétude est renforcée par la problématique des interlocuteurs. Ce sont des jeunes à qui il faut parler. Il faut que nous nous mobilisions de plus en plus pour être disponibles, pour les écouter, leur parler. Nous, en tant qu'école, par exemple, nous développons des technologies de e-learning pour dégager du temps. Ce n'est pas pour faire moins de cours ou plus payer les profs, c'est pour que l'apprentissage qui peut se faire seul, connecté, qui est souvent répétitif, qui peut être un peu fastidieux, se fasse en dehors du temps que nous partageons avec nos étudiants. Et nous conservons le temps d'études pour observer, pour critiquer, pour mettre en perspective, pour essayer de comprendre le monde qui les entoure. Moi, je travaille dans la communication, ce n'est pas un métier hyper scientifique, très compliqué si on regarde dans le détail des choses. Mais nous avons une énorme responsabilité puisque nous parlons aux autres. Donc on ne peut pas dire n'importe quoi à n'importe qui, n'importe comment. Donc il faut comprendre dans quel pays on travaille, il faut comprendre une économie, il faut comprendre un contexte politique. Et en même temps que nous faisons un effort sur les technologies, nous travaillons sur des programmes qui réintègrent de plus en plus des socles, ce que j'appelle des socles, qui sont les socles de connaissances, on va dire, citoyennes au sens large. Parce que si on ne comprend pas effectivement les grands enjeux de son propre pays, de l'Europe, des grandes ONG internationales, des grandes organisations internationales, on ne peut pas être très pertinent, à mon avis, en tant que futur communicant qui parlera au nom d'une entreprise, au nom d'un parti politique, au nom d'une entité internationale. Je crois que la question, c'est le débat, c'est leur parler, être disponible. Ça touche toute la filière communication, enfin éducation depuis l'école. Ça concerne les parents. Et ça concerne aussi des acteurs qui ne sont pas forcément très présents aujourd'hui, je ne sais pas, j'espère qu'ils sont là. Ça concerne les médias, parce que les médias qui ont du fond et qui ont des choses intéressantes à partager avec la jeunesse sont en train malheureusement souvent de perdre le contact avec ces publics qui ne les disent plus, qui ne les écoutent plus. Et là-dessus, nous avons une vraie faiblesse. Très bien. Et donc vous, l'ISCOM est une école de communication, Olivier. Est-ce que vous voyez dans les demandes de stage
de la part de ces étudiants? Est-ce que vous les voyez partir de plus en plus vers les startups, les associations du type Meet My Mama, du type Les Déterminés? Il y a cette tendance. Il y a aussi, là, c'est toujours pareil, une forme parfois de méconnaissance ou d'a priori. Donc c'est vrai que quand ils vont faire des stages ou de l'alternance en entreprise, et les grandes entreprises sont accueillantes, et c'est très bien, ils comprennent aussi quand même sur le terrain le fait qu'on peut être un beau communicant dans n'importe quel type de contexte. Mais nous avons effectivement tendanciellement l'expression d'une quête de sens sur la création d'entreprises, et puis aussi des programmes émergents sur les nouvelles économies. Donc en particulier, moi j'en ai créé un sur les économies sociales et solidaires, circulaires, environnementales, où là on va arriver, alors pour être honnête, ce n'est pas la majorité, les étudiants qui, en tant que jeunes futurs professionnels, intègrent cette problématique de donner du sens à leur vie professionnelle. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui sont dans des filières plus classiques n'ont pas non plus une forme de sensibilité aux autres. Ce n'est pas réservé à ceux qui sont sur ces modèles plus émergents de nouvelles économies. Ouais, c'est intéressant ce que vous dites parce que justement on a reçu des messages sur les réseaux sociaux via le compte Garde nationale de personnes qui auraient aimé participer aux assises mais qui nous disent malheureusement ça tombe en même temps que la marche pour le climat. Donc c'est une question que je vais poser d'ailleurs à Ingrid. Est-ce que vous avez l'impression que notre jeunesse est désengagée? C'est à moi que tu poses cette question. Oui. Alors, j'ai certainement pas une vision macro, globale et représentative de la société, mais la première réponse, ce serait absolument pas. Moi, j'ai été présidente pendant 2 ans jusqu'à cet été des jeunes de l'IHEDN, qui est une espèce de bac à sable de jeunes hyper actifs, très engagés, qui n'ont qu'une envie, c'est de faire bouger les choses dans la défense, dans la sécurité, et qui donnent du temps, de l'énergie, qui la plupart d'ailleurs sont souvent réservistes, pour essayer d'être acteurs justement de la défense de demain. Donc tous ces jeunes que j'ai côtoyés, dont je fais partie, sont plus qu'engagés. Je le vois aussi en entreprise. Je travaille depuis 1 an et demi maintenant au sein d'Engie, auprès de la direction générale. On a tendance à penser, et c'est intéressant parce qu'on a tendance à penser engagement égale start-up. J'ai moi-même cofondé une start-up et c'était aussi parce que je voulais être engagée dans mon travail. Et le témoignage du DRH de Casino va complètement dans le sens de ce que j'essaye de montrer aussi, c'est qu'on peut aussi être engagé dans une grosse boîte. Que certes c'est sexy et c'est hyper intéressant et c'est hyper important de vouloir donner du sens dans une start-up, mais on peut le faire dans n'importe quelle structure. On peut le faire dans l'associatif, on peut le faire dans un engagement politique, on peut le faire dans une grosse entreprise, on peut le faire dans la réserve bien sûr. Et moi ce que je constate dans mon quotidien, c'est qu'en fait il y a de plus en plus de jeunes qui veulent s'engager quels que soient les canaux et qui multiplient ces canaux. Mais c'est un peu ce que j'ai fait, peut-être un peu trop, j'en sais rien. Mais en fait c'est pas se dire j'ai mon boulot qui est alimentaire et c'est ça qui va me permettre d'arrondir les fins de mois, etc. Et à côté de ça, je m'éclate dans l'associatif, c'est super, mais si on peut trouver un boulot qui nous parle, si on peut trouver un engagement associatif qui nous parle, si on peut trouver un engagement politique qui nous parle, si on peut trouver, et que tout ça, ça fait qu'on a vraiment envie de se lever le matin, c'est quand même beaucoup plus sympa. Oui, donc Ingrid, vous parliez de vos différents engagements. Est-ce qu'on peut vous qualifier de slasheuse, cette expression à la mode pour qualifier les nouvelles générations qui s'investissent dans beaucoup de choses? Donc comment vous faites pour concilier tout ça? En général, les RH n'aiment pas trop quand on dit qu'on est slasher parce que ça veut dire qu'on est instable. Donc non, je ne vais pas dire que je suis slasheuse. C'est vrai que j'ai 29 ans, donc je pense faire partie de cette génération Y où je sens que j'ai besoin pour m'épanouir d'avoir différents environnements dans lesquels j'évolue. La réserve, j'ai fait une formation de réserviste dans la marine, j'ai été l'année dernière auditeur civil de l'école de guerre Terre, je suis maintenant dans une grosse entreprise, j'ai travaillé en agence, j'ai travaillé en start-up, je suis marathonienne à côté, je suis assez engagée associativement dans d'autres canaux. Et en fait, tous ces engagements-là ne sont pas du tout silotés. Et je pense que les messages de la table ronde précédente des réservistes, c'est ça aussi qui est important à retenir, c'est de réussir à créer des liens et qu'une expérience dans l'associatif peut nourrir un engagement professionnel, qui peut nourrir un engagement politique, qui peut nourrir un engagement sportif même, parce que ce qu'on fait quand on court 42 km et quand au bout du 30e on n'en peut plus, c'est aussi de la détermination qu'on arrive après à récupérer pour le travail ou inversement. Il y a vraiment des canaux, il y a des ponts à entretenir et le message à faire passer, notamment auprès des entreprises, mais même auprès d'autres acteurs, c'est non, les jeunes qui veulent être chez vous, mais qui veulent aussi s'épanouir ailleurs, c'est des potentiels qui sont intéressants, c'est des potentiels pépites, parce que tout ce qu'ils vont réussir à apprendre ailleurs et pas uniquement dans votre environnement, ils vont pouvoir l'absorber, ils vont pouvoir faire comme une éponge, et ils vont pouvoir l'intégrer au sein de votre structure.
structures. Et ça, c'est un message qui a encore du mal à passer dans des générations, on va dire 40, 50, 60 ans, qui sont aujourd'hui les dirigeants de ce pays, et qui est dommage parce que je pense qu'on perd des potentiels avec des personnes qui se disent bon, bah, si mon entreprise ne veut pas que je sois réserviste, bah, tant pis, je m'en vais et j'irai voir ailleurs. C'est ce que vous indiquiez tout à l'heure. Donc il faut qu'on arrive à concilier ces différentes vies qui en fait se nourrissent les unes des autres et peuvent être vraiment bénéfiques, notamment pour les entreprises. Merci Ingrid. Donc slasheuse et aussi clasheuse, hein, vous avez compris que elle n'a pas la langue dans sa poche. Donia, une question sur vous, votre engagement. Donc, effectivement, vous avez créé Meet My Mama, mais si ça n'avait pas été Meet My Mama, qu'est-ce que ça aurait été? Alors moi, j'ai commencé à m'engager en tant que bénévole quand j'étais aux États-Unis. Donc j'ai passé 1 an là-bas pour mes études et je me suis rendu compte que là-bas, tout le monde faisait du bénévolat. En France, ce n'était pas encore le cas, en tout cas il y a 4-5 ans. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas. En plus, j'avais un cours qui était sur l'engagement, justement. Et dans le cadre de ce cours, on devait être bénévole 5 heures par semaine. Donc, j'ai décidé d'être tutrice pour enfants dans un refuge pour femmes victimes de violences domestiques. Donc, j'ai commencé comme ça. Ensuite, je suis allée à la Nouvelle-Orléans une dizaine de jours aussi pour faire un voyage humanitaire sur le thème de la pauvreté. Et quand je suis rentrée à Paris, je me suis dit, je veux continuer à m'engager, je veux continuer à avoir de l'impact. Donc j'ai choisi un master assez classique qui s'appelait Affaires publiques, donc pour servir entre guillemets l'intérêt général. Et ensuite, j'aimais bien la cuisine, donc j'ai monté Meet My Mama. Mais moi, ce qui m'intéressait profondément, c'était l'empowerment des femmes, particulièrement. Puisque je me suis toujours dit, être femme au foyer, on choisit de l'être à un moment donné, mais on ne choisit pas de le rester. Mais la société nous l'impose, donc qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement accompagner ces femmes à être actrices de leur vie et à surtout retrouver une activité économique qui leur permettrait de s'épanouir tant au niveau personnel que professionnel. Et c'est pour ça que j'ai monté Meet My Mama, mais en parallèle, j'étais aussi bénévole pour Article 1, donc une association qui s'engage pour l'égalité des chances. Et on a organisé aussi pas mal d'événements pour promouvoir l'égalité des chances et pour permettre justement à toutes les personnes et à tous les jeunes d'être acteurs de leur vie et voilà. Merci, c'est très clair. Moussa, une question de la salle. Qu'est-ce que Kylian Mbappé attend pour intégrer la garde nationale? Donc, au-delà de ce trait d'humour, est-ce que vous avez l'impression qu'on a besoin d'avoir des modèles, des symboles, donc des personnalités avec une envergure médiatique? Donc là, on a Kylian Mbappé, tout le monde le connaît dans la salle, quel que soit l'âge, qui viennent porter aussi ces messages d'engagement. Pour répondre, il faut des modèles. C'est très important d'avoir des modèles de réussite. Et nos jeunes ont besoin parfois de s'identifier à des modèles de réussite. Aujourd'hui, on a énormément de modèles dans le sport, modèles de réussite dans le sport ou dans la culture. Ce qui manque aujourd'hui, c'est des modèles de réussite dans d'autres professions. Là, on parle de la garde nationale. Ce qui serait important, c'est de montrer les parcours, comme la table ronde qui nous a précédé avant, de montrer des parcours comme ça de jeunes qui s'engagent pour leur pays. Je pense que c'est très important d'avoir aussi ces exemples-là et de se dire, ouais, eux, s'ils l'ont fait, moi aussi, je peux le faire. Nous, ce qu'on essaie de faire à notre échelle, c'est de se dire que malheureusement, dans certains territoires de notre République, il manque des modèles. Il n'y a pas de réussite ou parfois, ce n'est pas forcément les bons modèles. Aujourd'hui, avec les déterminés, ce qu'on essaie de faire, c'est que demain, on veut qu'il y ait des réussites qui sortent de ces territoires, des réussites entrepreneuriales, des réussites professionnelles qui puissent sortir de ces territoires et se dire, voilà, moi, peu importe le parcours, peu importe là où je suis né, peu importe les conditions dans lesquelles j'ai vécu, je suis dans un pays où j'ai toutes les chances de réussir. Et c'est ça qui est important de savoir pour la jeunesse, pour les générations. Donc nous, on a un devoir en tant que responsable associatif, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'institution, etc., de transmettre, de mettre en avant aussi ces réussites et d'expliquer aussi aux générations qui vont arriver derrière, de leur dire oui, c'est possible, même si tu vas te battre plus que les autres, même si ça va être beaucoup plus dur, finalement, si tu es déterminé, on sera là pour t'accompagner et faire en sorte que toi aussi tu puisses réussir. C'est le message que notre génération avait entendre. Et bien sûr, il faut des exemples dans le monde du sport, mais tout le monde ne sera pas sportif. Et il en faut d'autres dans d'autres domaines. C'est vrai. Merci Moussa. D'ailleurs, vous avez un message sympa qui vient de s'afficher. Alors Moussa, président, oui. Je ne l'ai pas modéré celui-là.
Jean-Claude, sans transition, donc Ingrid parlait des hommes de pouvoir de 50, 60 ans. Bon, vous, aujourd'hui, vous êtes aux manettes. On sent que Casino, donc un grand groupe, essaie d'impulser une nouvelle politique, ou en tout cas, comme vous l'avez bien dit, d'aller au-delà de la parole et aussi que ça se traduise en actes. Donc, quels seraient ces actes pour vous? Quels sont peut-être déjà ces actes au-delà d'une convention de soutien à la garde nationale? Bien, enfin, c'est vrai qu'il y a eu quelques articles où je voudrais rebondir. Effectivement, il faut des exemples, mais je pense que les exemples, il faut les faire venir de l'intérieur. Et à la limite, en termes d'exemple, plutôt qu'une entreprise, il vaudrait mieux mettre un exemple réserviste qui agit dans l'entreprise en ce qui concerne les réservistes. Et je rebondis sur des témoignages que j'ai entendus tout à l'heure. Et sur différents sujets, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Le deuxième volet, c'est le deuxième point à évoquer par rapport à votre question. Oui, il faut des exemples concrets. Et on parlait des jeunes et tout particulièrement de l'engagement des jeunes dans les entreprises, parce que ce qui se passe pour les réservistes, on le voit aussi dans l'entreprise, hein, c'est un peu la même chose. Je crois qu'il faut se méfier de deux choses. D'abord, c'est des stéréotypes, des clichés. D'abord parce que, premièrement, les stéréotypes, c'est la racine de toutes les discriminations. Quand on met des gens dans des cases, et qu'on les catégorise, ce n'est pas forcément le moyen de leur permettre de réussir demain. Et quand on parle de génération Y, génération X, on se bat un peu là-dessus dans l'entreprise. Le deuxième point aussi, dans les stéréotypes, il n'y a pas des jeunes et des anciens dans une entreprise. Je pense qu'on est tous là pour vivre ensemble et pour essayer de faire le mieux ensemble. Donc stigmatiser les populations par l'âge, c'est encore pire aussi en termes de discrimination. Donc dans les faits concrets, oui, il faut mettre du concret dans nos actions. Je disais tout à l'heure, inverser un peu la pyramide de la reconnaissance, donner de la reconnaissance aux gens qui agissent. Je vous garantis, aujourd'hui, vous allez voir tout à l'heure pour ceux qui vont y aller, c'est un réserviste de Casino qui commande la garde républicaine pour allumer la flamme à l'Arc de Triomphe. Donc on lui a permis de le faire, on a créé les conditions pour qu'il puisse le faire. Il s'est affiché, il n'y a pas eu de problématique. Et on est allé même un peu plus loin dans des actions. Certes, on a signé la convention, on a rajouté des journées de congés supplémentaires pour les réservistes de l'entreprise. On communique actuellement à tous les salariés avec les fiches de paye pour que, j'ai entendu parler tout à l'heure de réservistes clandestins. Oui, il y en a qui n'osent pas s'afficher parce que dans l'entreprise, ils ont peur vis-à-vis de la hiérarchie. Il faut ouvrir la possibilité aux gens de s'exprimer. On a mis en place avec les partenaires sociaux aussi dans l'entreprise un dispositif qui consiste à cagnoter des jours de congé dans une cagnotte au niveau de l'entreprise pour permettre à des réservistes de s'absenter quand ils n'ont pas assez de jours de congé. C'est-à-dire même si un collaborateur ne veut pas s'inscrire dans la réserve, il peut dire tiens, je donne un jour de congé que je mets dans une cagnotte et les réservistes puissent l'utiliser. Il y a plein de petites choses comme ça concrètes qui permettent de faire changer les mentalités. Surtout, et j'ai envie de dire aux réservistes qui sont là, moi, ou aux personnes que j'ai entendues tout à l'heure, notamment chez Marionneau, dites à votre DRH qui m'appelle, je lui donnerai des tuyaux. Et bien, ouvrons le champ des possibles. Oh. Voilà. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup. On me dit que la secrétaire d'État de Geneviève Darussac est en train d'arriver, donc on va vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, vous aviez vu, monsieur Jean-Claude, donc, que dans l'assistance, quelqu'un nous disait royal d'avoir le DRH de Casino ce soir, cet après-midi. Je voyais également un message des réductions chez Casino pour les réservistes. Donc, c'est effectivement un message humoristique. Mais est-ce que... Si on peut donner quelques réductions pour acheter des moyens, parce que j'ai compris qu'il y a besoin de mettre des moyens pour les réservistes, volontiers. Olivier, j'avais une question pour vous, donc qui est en train de s'afficher. Est-ce que, donc vous parliez... Oups, attendez. Voilà. Voilà. Donc, est-ce que l'engagement citoyen, d'une façon générale, est
En rentrant plus particulièrement, est-ce que vous donnez la possibilité à des associations ou à des structures telles que la Garde nationale de venir dans les écoles, dans votre école, pour présenter la réserve dans le cas de la Garde nationale, mais ça pourrait être tout à fait autre chose? Alors pour être honnête, étant moi-même officier de réserve de marine, je pense qu'on est très mauvais, enfin je suis très mauvais, et je le prends pour moi, dans la promotion de la Garde nationale, mais quand j'ai fait un message tout à l'heure qui s'est affiché, je pense qu'il y a un vrai sujet effectivement de notoriété et de valorisation de cette mission que je trouve absolument merveilleuse. Mais elle n'a que 2 ans, donc j'étais à la fois fasciné par les résultats en 2 ans, mais en même temps c'est très jeune. Et je pense qu'il faut effectivement travailler la communication. Je suis convaincu que ce qui n'est pas raconté aujourd'hui dans le monde moderne n'existe pas. Donc si ça n'est pas mieux raconté, plus fortement raconté, et à commencer par moi, on passera à côté de quelque chose. Après, effectivement, oui, le monde de l'éducation, au-delà de l'académique, forme toujours ses étudiants à l'engagement dans la société. Alors c'est en général plus de l'associatif pour aider des enfants en difficulté scolaire. On a, nous, une université solidaire de la communication où on accueille tous les ans des jeunes créatrices d'entreprises de la pépite de la Courneuve. Et notre combat aujourd'hui dans le milieu que je fréquente, c'est aussi celui de l'illettrisme, qui nous paraît finalement évident quand on travaille sur cette communication qui met en contact les êtres humains entre eux. Si on ne sait pas lire, si on ne sait pas s'exprimer, on n'est pas dans la société. Et là, on peut effectivement être vulnérable et croire n'importe quoi et se faire manipuler. Moi, j'ai été très touché par des reportages il y a quelques semaines sur le service public, sur cette question-là. Donc actuellement, moi je travaille à titre personnel avec certains de mes étudiants sur cette thématique de l'illettrisme. Ce que je voulais dire quand même, je suis tout à fait d'accord avec sur ce qui a été dit sur la problématique de la généralisation des jeunes et des fameuses générations qui sont construites par des penseurs américains au porte-pièce. Je crois que ce qui nous sépare malheureusement dans la société, c'est la question des valeurs partagées, et ça n'est pas une question générationnelle. Moi, je connais des jeunes de 22 ans qui ont des visions du monde totalement généreuses, altruistes, intelligentes, et se pose donc la question de comment est-ce qu'on va entrer en contact avec une partie de ces jeunes générations qui n'a pas les mêmes valeurs que nous. Et sur l'exemplarité, j'en suis absolument convaincu, mais d'une certaine façon, je trouve que les représentations de la réussite que l'on propose à la jeunesse aujourd'hui, si ça se limite à faire fortune en étant footballeur, c'est un peu limité. Et je pense que nous devons tous aussi valoriser, mais les médias, les créateurs, le cinéma, les séries télévisées, valoriser d'autres profils de réussite. La réussite, ce n'est pas la réussite matérielle, ce n'est pas la notoriété, ce n'est pas passer sur les plateaux de télévision, c'est trouver son bonheur personnel et, pour 100% de ceux qui sont dans l'amphi, trouver cette partie très particulière du bonheur qui vient à partir du moment où on s'intéresse aux autres et on fait un peu de bien aux autres ou à la société dans laquelle on travaille. Et je crois que malheureusement, et je critique mon propre métier, la communication et la publicité aussi valorisent des représentations qui ne sont pas des bonnes. Alors, Olivier, une question un petit peu plus terre à terre, qui est en lien avec ce que Mandy nous disait. Donc, Mandy est partie, étudiante, est partie 3 mois donc, sur la mission Irma. On imagine qu'elle a manqué certains cours. Est-ce que l'engagement dans la Garde nationale pourrait être valorisé au sein d'un cursus d'études? Il y a cette souplesse. De plus en plus, les écoles travaillent sur ce qu'on appelle l'individualisation des parcours. Alors, souvent, ça concerne des étudiants entrepreneurs, puisqu'on effectivement, on peut avoir des étudiants qui créent des entreprises pendant les cursus. Et là, évidemment, plutôt que de suivre une conférence d'un intérêt limité, il vaut peut-être mieux qu'ils aillent rencontrer des clients pour développer le business ou des financeurs. Et puis, on le fait aussi pour des sportifs de haut niveau qui sont parfois compétiteurs et qui ont besoin qu'on leur donne du temps pour des entraînements ou des compétitions internationales ou nationales. Et je pense qu'on pourrait avoir un peu le même souci que les entreprises d'une forme de clandestinité, puisqu'effectivement une école elle est forcément normative, il faut suivre les cours, avoir des bonnes notes, des moyennes, etc. Et si ça se trouve, dans mon environnement sans que je le sache, j'ai des réservistes de la Garde nationale dont je vais m'inquiéter plus précisément dès lundi matin. Alors, justement, Ingrid, donc on est dans un monde ultra connecté où on est sollicité en permanence. Est-ce que c'est pas pareil finalement pour les formes d'engagement? Est-ce que il y a tellement de choses à faire, on a envie de faire tellement de choses, comment s'effectue le choix?
Tu veux, je vois. Si. C'est vrai qu'on peut être très sollicité. Moi, ce qui me frappe quand je discute avec mes collègues actuellement ou mes anciens collègues, c'est mais moi, j'ai pas le temps. C'est vrai que ça prend du temps, et on l'a vu dans les témoignages, et je pense que chacun d'entre vous, vous pouvez témoigner qu'il faut faire des sacrifices. Pour moi, c'est vraiment une question de priorité. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou c'est mal, ou c'est moins bien ou c'est mieux de s'engager ou pas différemment, d'en faire plus. C'est juste que on a un capital de départ et on choisit ce qu'on fait de ce capital. Soit on se met à 100% dans son boulot et on s'épanouit et c'est génial, soit on se dit on fait du 50% du boulot, du 50% de la famille, etc. Enfin, tout est une question de priorité. Et après, en fonction du temps qu'on souhaite allouer à son engagement qui doit faire partie de son épanouissement personnel, parce que si on s'engage mais qu'on ne s'y retrouve pas, si on n'a pas envie de se lever le matin pour aller faire du bénévolat ou pour aller s'engager dans tel ou tel type de structure, c'est voué à l'échec. Donc, dans ce temps qu'on souhaite engager à un développement de valeurs ou de convictions qui nous sont chères, il y en a certains qui veulent se consacrer le maximum pour une seule cause qu'ils veulent défendre, et c'est formidable. Et il y en a d'autres qui s'épanouissent davantage en allant dans différents types de structures. Moi, c'est un peu mon type de fonctionnement. Mais je suis vraiment convaincue qu'il n'y a pas un modèle unique, et ça dépend vraiment de la personnalité. Moi, je me nourris de ces rencontres avec des personnes très différentes. J'ai une formation école de commerce. Quand je discute avec des techniciens hyper spécialisés dans leur métier, je trouve ça passionnant. Quand je discute avec des gens qui ont fait toute leur carrière dans la marine, dans la réserve ou autre, je trouve ça passionnant. Et c'est de ça que je me nourris, et c'est de ça que j'arrive à créer des ponts. Mais après, je comprends tout à fait qu'il y ait des personnes qui arrivent à s'engager, et du fait de leur spécialité, qu'elle soit professionnelle ou autre, se spécialiser à 100% dans un type d'engagement. Très bien, merci. Jean-Claude, une question pour vous. Est-ce que les sujets de réserve sont évoqués dans les clubs de directeurs de RH? Vous savez, les clubs. Je ne sais pas si on peut parler de clubs. Ils sont évoqués, en tout cas, au plus haut niveau de l'entreprise, avec même sur d'autres sujets qui sont au-delà même de la réserve. Je vous parlais tout à l'heure de l'engagement citoyen de l'entreprise, l'engagement vis-à-vis des jeunes, les membres du COMEX, les comités de direction. Il ne faut pas fonctionner qu'en RH sur ce genre de sujet. Il faut impliquer toute l'entreprise. L'autre volet aussi, c'est que, et ça rejoint les quelques questions qu'il y avait précédemment, pour l'engagement citoyen comme pour l'engagement dans l'entreprise, il faut entretenir une culture qui est assez forte chez nous. Elle est tournée sur 4 thèmes. J'en parlais récemment avec des acteurs qui sont à côté de moi, sur des valeurs qui rejoignent d'ailleurs, je pense, celles de l'armée, mais aussi sur d'autres aspects. Envie de réussir dans la vie pour un jeune, c'est pas uniquement réussir sur le plan professionnel. On l'a vu, il faut que l'entreprise puisse lui permettre de faire d'autres choses. Mais avoir la fierté d'avoir fait quelque chose dans sa vie, ça repose sur des principes. Chez nous, chez Casino, on a changé le curseur sur l'évaluation de nos managers, par exemple. C'est pas uniquement tu as réalisé tes objectifs de chiffres, de résultats, etc. Il y a la moitié de l'évaluation qui permet d'attribuer le bonus, qui est sur la manière dont on fait, qui permet aux équipes d'être motivées. Et c'est important, c'est 50% du bonus de l'encadrement qui est autour des moyens et qui s'appuie sur des valeurs qui sont, chez nous, c'est conquérant, loyal, exigeant et solidaire. Alors conquérant, c'est avoir du courage, c'est aller de l'avant, etc. Loyal, c'est le respect de la parole donnée. L'exigence, mais bien sûr, quand on veut faire quelque chose et vis-à-vis des autres, il faut être exigeant. Et la solidarité, c'est qu'on ne peut jamais rien faire tout seul. Et ça, on le dit beaucoup dans l'entreprise. C'est un manager qui pense qu'il va réussir tout seul. Il est voué à l'échec au bout de peu de temps, parce qu'il aura le répondant tout de suite de ses équipes. Voilà, alors on entretient tout ça. Et effectivement, par rapport à votre question, certes, on le porte beaucoup en RH, mais ce n'est pas qu'un sujet RH. C'est un sujet de pilotage global de l'entreprise. Et je vous garantis que tout à l'heure, je vous parlais des moyens qu'on met en œuvre pour que des réservistes puissent s'absenter, pour qu'il y ait des dons de jour. Si le management n'est pas avec nous, ça risque pas de se faire. C'est pas uniquement les RH qui vont le porter. C'est vrai. Merci beaucoup. Une dernière question pour Donia et Moussa. Est-ce que cet après-midi vous a donné envie de vous engager dans la garde nationale?
Franchement, ouais, je connaissais pas vraiment le statut de réserviste. Et je pense que si j'avais connu ça pendant mes études, je me serais sûrement engagée plus tôt. Vous avez un film magnifique Ah. qu'on aimerait pouvoir projeter dans l'entreprise. Vous dire le clip? Vous avez un film magnifique qui moi, m'a donné des frissons, je sais pas vous, qu'on aimerait pouvoir projeter dans l'entreprise si Eh c'était bien, possible. figurez-vous que nous avons répondu à votre souhait. Il est disponible d'ores et déjà sur YouTube et les réseaux sociaux de la Garde nationale. Moussa, donc la question, envie Pareil. de s'engager dans la réserve? Pareil pour Dunia, je ne connaissais pas du tout qu'on pouvait s'engager. On pouvait s'engager dans la réserve. Et oui, ça donne envie d'apporter nos compétences, aussi d'apporter aussi d'ouvrir aussi à d'autres personnes en fait la Garde nationale. Et ça, c'est important. Il faut transmettre. Et j'ai vu que tout à l'heure la secrétaire générale de la Garde nationale a dit que vous allez être sur les réseaux sociaux maintenant. Ouais. Et je pense que c'est un bon outil pour être attractif et pour capter beaucoup plus de jeunes. Ouais, merci beaucoup. Et nous terminons par cette citation donc, d'un de vos participants anonymes. Merci à vous pour... Ah, pardon, Donia, oui. Je pense que peut-être, comme ça, on connaissait pas, et je pense que quand on est lycéen ou étudiant, on ne connaît pas vraiment, et on veut toujours sensibiliser à l'égalité des chances, mais je pense que pour la réserve nationale aussi, on devrait favoriser son ouverture, et puisque ça permettrait à d'autres personnes de se dire qu'en fait c'est possible de s'engager, parce que je pense qu'il y a plein de jeunes dans les milieux ruraux, dans les quartiers populaires, qui ne savent même pas en fait qu'ils pourraient s'engager, et ça favorise l'égalité des chances pour tous dans ces domaines. C'est vrai. Mais merci, le message est passé. Merci à tous.